Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Ludonote, les mondes du jeu vidéo. Durant notre précédent cours, on s'est intéressé au document central de la conception d'un jeu qui est le GDD. Cette fois-ci, on s'intéresse un peu plus précisément au prototypage et aux tests. Les prototypages et les tests sont essentiels dans le processus de création d'un jeu. Ils permettent de valider les idées de gameplay, l'interface, les systèmes avant de pouvoir les implémenter dans le produit final. On va permettre d'explorer des concepts rapidement, d'évaluer leur faisabilité et de détecter des problèmes potentiels très tôt dans le développement. L'idée étant avec les tests, valider les choix de conception auprès des utilisateurs finaux, d'affiner les mécaniques de jeu et de garantir une expérience fluide, cohérente et engageante. Les objectifs de prototypage sont tester la jouabilité, vérifier si les mécaniques de jeu sont amusantes, intuitives et efficaces, valider les systèmes et les interactions, tester l'interaction entre les éléments du jeu, les systèmes économiques, l'IA, les niveaux, etc. Itérer très rapidement, affiner les concepts sans investir massivement dans les ressources de production, et limiter les risques, identifier les problèmes dès les premières étapes de développement. Il y a deux types de prototypes. Les prototypes basse fidélité, on parle de LOFI, et les prototypes high fidelity, on parle de HiFi. Les prototypes LOFI sont des prototypes à faible résolution qui utilisent des matériaux simples, pourquoi pas sur papier, croquis et maquettes, etc. Ils sont rapides à réaliser et permettent de tester des concepts de façon efficace sans investir des ressources très importantes. Les HiFi simulent des éléments du jeu final avec une interface et des graphismes plus aboutis. Ce type de prototype est un peu plus proche du produit final. Évidemment, il va être un peu plus coûteux, moins rapide à produire et peut entraîner des attentes irréalistes de la part des testeurs. Le prototypage papier consiste à créer des maquettes physiques ou des esquisses pour tester des idées de gameplay. Ce type de prototype est idéal pour tester les bases du jeu avant de passer à un prototype numérique. On peut avoir en tête un jeu de plateau ou des schémas de niveau, justement, de dessiner des cartes ou des croquis de niveau pour tester la progression ou l'agencement du monde du jeu. Les prototypages numériques utilisent des outils spécialisés, évidemment, pour créer des versions interactives. Donc on peut utiliser le moteur de jeu, on peut utiliser Unity, Unreal Engine, ou des prototyping tools comme Figma, InVision ou Marvel App. On peut utiliser d'autres outils. Les avantages ici sont de simuler de façon réaliste le gameplay, tester des systèmes de manière plus complète et avoir un retour plus précis des joueurs. On peut aussi tester et prototyper les systèmes économiques de monétisation, tester les systèmes économiques comme les monnaies virtuelles, la gestion des ressources et les mécaniques de monétisation avant qu'ils n'entrent dans la production à grande échelle. Tester les monnaies virtuelles, le flux des hard et soft currencies, leur acquisition et leurs dépenses, l'économie de loot, tester les systèmes de loot box de récompenses aléatoires et leur impact sur l'engagement, et la monétisation intégrée, donc tester des modèles économiques comme les microtransactions et les achats in-game. Par exemple, sur les microtransactions, tester justement la fréquence et le prix des achats dans l'application avant le lancement, et sur les lootbox, prototyper un système de bot de loot et observer le comportement des joueurs. L'importance du prototypage pour éviter les erreurs coûteuses, on a parlé de rational game design, c'est aussi pour ça, donc éviter toute forme de gaspillage d'argent, de temps et de ressources humaines. Et le prototypage va nous permettre d'aider à identifier les défauts majeurs du gameplay, les incohérences dans le design, avant que des ressources justement substantielles ne soient investies. Les avantages, c'est une réduction des risques, tester les idées, comme on l'a dit, avant de les développer pleinement, un feedback précoce, un gain de temps et d'argent, donc réduire les itérations coûteuses durant les phases ultérieures. Quelques méthodes et types de tests. Il y a des tests internes et des alpha testing. Les tests internes sont réalisés par l'équipe de développement avant toute phase de test externe. Ce processus permet de vérifier les premières itérations de jeu, d'identifier les bugs majeurs et de valider les concepts de gameplay. Les tests internes incluent souvent des tests sur des fonctionnalités de base, des mécaniques principales, etc. L'alpha testing est la première phase de test externe, c'est quand on a une première version du jeu qui s'appelle la phase alpha, où le jeu est mis à disposition d'un groupe restreint d'utilisateurs, généralement des personnes proches du développement. Cette phase permet de détecter les bugs majeurs, les problèmes de performance et d'obtenir des retours sur les premières impressions du jeu. Sur les tests de gameplay, on doit avoir des feedbacks et des itérations. Les tests de gameplay se concentrent sur l'expérience du joueur, en particulier sur l'équilibre et la fluidité des mécaniques du jeu. Ce type de test est fondamental pour comprendre si le jeu est amusant, engageant et intuitif. Les joueurs testent les mécaniques principales, les contrôles et la progression du jeu. Et leurs retours, évidemment, permettent de modifier et d'affiner le gameplay. L'objectif ici est de vérifier si les mécaniques sont amusantes et cohérentes, identifier les parties du jeu qui sont trop difficiles ou trop faciles, on pense au fameux canal du flow, tester la courbe de difficulté et les systèmes de récompense, recueillir des retours sur les conceptions de niveau, l'interaction avec l'interface et l'immersion. Par exemple, on peut organiser des sessions où les testeurs jouent un prototype pour tester la réactivité des commandes, la compréhension des objectifs et la fluidité des mécaniques. Il faut tester
peut faire des tests de performance et d'optimisation. Les tests de performance se concentrent, eux, sur la capacité du jeu à fonctionner sans problème sur différentes configurations matérielles. Cela inclut la fréquence d'image, donc les FPS, frames par second, de la latence, des temps de chargement et de l'utilisation des ressources, processeurs, mémoire, etc. L'optimisation vise à améliorer ces aspects en éliminant les points de congestion, en réduisant les plantages et en garantissant que le jeu fonctionne de manière fluide, même dans des conditions extrêmes, notamment en faisant des stress tests. L'idée ici est d'identifier et corriger les problèmes de performance, réduire les bugs de performance tels que les ralentissements et les crashs, optimiser les temps de chargement et l'utilisation des ressources et s'assurer une expérience stable et fluide pour tous les joueurs. Raisonner aussi en termes de tests d'accessibilité et de convivialité. L'idée ici est de garantir que le jeu soit jouable et compréhensible par un large éventail de joueurs, y compris ceux qui ont des handicaps. Cela inclut des tests sur la navigation via clavier, souris et manette, l'audio, les sous-titres, ainsi que les contrastes des couleurs et les polices de caractères pour les malvoyants. Les tests de convivialité ou d'usabilité visent à vérifier la facilité avec laquelle les joueurs peuvent comprendre et interagir avec le jeu, notamment les menus, les interfaces et les systèmes complexes. Ici, l'idée étant de vérifier que le jeu peut être joué par des personnes avec des handicaps, tester la lisibilité des menus et des interfaces, s'assurer une navigation intuitive et une compréhension immédiate des mécanismes. C'est une mesure de l'UX. Test de diversité de joueurs, donc avec différents types de profils. Donc, les tests de diversité de joueurs consistent à s'assurer que le jeu est accessible en engageant une large gamme de joueurs en fonction de larges profils démographiques, culturels et d'expérience. Ces tests impliquent des joueurs ayant différents niveaux de compétences en matière de jeux vidéo, des joueurs occasionnels aux joueurs expérimentés, ainsi que des joueurs d'âge et des cultures variées. S'assurer que le jeu est équilibré pour différents types de joueurs, identifier les mécaniques qui peuvent être mal comprises pour certains profils de joueurs et tester l'adaptation du gameplay des niveaux en fonction des capacités du joueur. Les tests de stress et de stabilité de serveurs se concentrent sur la capacité des serveurs à gérer un grand nombre de joueurs simultanés sans compromettre la performance du jeu. Ces tests simulent des pics de trafic, comme ceux qui peuvent se produire lors d'un lancement du jeu ou lors de certaines périodes d'intensité dans un jeu en ligne massivement multijoueur. Les tests de stabilité de serveur s'assurent que le serveur reste stable, sous charge, sans se bloquer ou se ralentir. L'objectif ici est de vérifier la stabilité et la résilience du serveur sous charge, tester le traitement de grandes quantités de données en temps réel, identifier les éventuels goulets d'étranglement dans l'architecture du serveur. On doit tester la compatibilité multiplateforme, évidemment, pour voir si ça fonctionne correctement sur le PC, sur Switch, sur PS5, etc., etc. Vérifier que le jeu fonctionne sur toutes ces plateformes sans bug ni limitation, tester les performances de chaque version du jeu et s'assurer la cohérence des mécaniques du jeu, des graphismes et des contrôles. On va utiliser les tests AB, on en a parlé durant nos précédents cours, pour comparer des variantes de gameplay. Ça implique de tester deux ou plusieurs variantes d'un même élément de gameplay, d'interface ou de système économique afin de déterminer quelle version est la plus performante. Ce type de test est évidemment très couramment utilisé pour ajuster les éléments comme la difficulté du jeu, la structure, etc. L'objectif est de comparer différentes variantes d'un élément de gameplay, déterminer la version la plus engageante et la plus efficace pour les joueurs, et mesurer l'impact des modifications sur l'expérience du jeu, la rétention, etc. Par exemple, on peut tester deux systèmes d'un lootbox, une version avec des récompenses plus fréquentes et une autre avec des récompenses moins fréquentes, pour voir laquelle améliore la rétention des joueurs. En termes d'analyse, de suivi et d'amélioration, on va avoir, comme on l'a vu dans le cours Economic Game Design, un suivi des KPI et une analyse des tests. L'analyse des tests permet de mesurer l'impact des changements sur des aspects comme la rétention des joueurs, etc. L'analyse de données issue des tests permet de déterminer si les objectifs de gameplay et d'expérience utilisateur ont été atteints. Petite parenthèse, inscrivez-vous au programme Datanote pour comprendre comment analyser les données des joueurs par la suite, par vous-même surtout. Ici, l'idée étant de mesurer l'impact des tests sur les indicateurs clés. On parle aussi de KPI, analyser les données collectées pour identifier les points d'amélioration, comparer les résultats obtenus avant et après les modifications et prendre des décisions éclairées pour les futures étapes de développement. Par exemple, on peut suivre les taux de rétention et les revenus par utilisateur après l'ajout de nouvelles mécaniques ou de fonctionnalités afin de déterminer si elles ont amélioré l'expérience du jeu. On peut faire des tests de narrative design et de choix du joueur. Donc les tests de narrative design sont cruciaux pour évaluer comment l'histoire se connecte avec le gameplay et comment les choix de joueurs influencent la progression narrative. Ces tests permettent de vérifier si les décisions du joueur sont bien intégrées dans le jeu, créent des conséquences significatives et si elles sont perçues comme cohérentes et satisfaisantes. L'objectif est de garantir que la narration dynamique s'ajuste bien aux attentes et aux préférences du joueur. Les objectifs ici sont vérifier que les choix du joueur influencent de manière significative l'histoire,
Rappelez-vous du terme agency qu'on a vu ensemble dans le précédent cours. Analyser la réponse des joueurs aux événements narratifs interactifs, tester l'équilibre entre liberté narrative et contrôle de l'histoire par les développeurs, et mesurer l'engagement des joueurs avec les éléments narratifs. Faire des prototypes d'interface utilisateur pour tester l'UI et l'UX, en testant justement différentes versions des menus, des cartes et des barres outils, on peut affiner l'expérience de navigation du joueur. Le prototypage UI/UX permet également de tester l'accessibilité des informations et la fluidité des interactions avec les systèmes du jeu. L'idée ici, en termes d'objectifs, c'est de créer des prototypes fonctionnels des interfaces et de tester leur ergonomie. On peut le faire de façon sur papier ou avec des outils tels que Figma. Recueillir des retours sur la lisibilité et la réactivité des éléments interactifs. Tester l'impact de l'interface sur la fluidité du gameplay et l'engagement du joueur. Et après, ajuster l'UI et l'UX pour rendre l'expérience du jeu plus fluide et agréable. Faire des tests post-lancement et sur les mises à jour continues, c'est essentiel pour surveiller l'évolution du jeu après sa sortie. Une fois que le jeu est en ligne et accessible à un large public, il devient justement crucial de suivre les performances en temps réel, identifier les nouveaux problèmes techniques et ajuster les systèmes en fonction des retours des joueurs. Parce qu'une fois que le jeu est commercialisé, il est très souvent encore buggé, donc il faut être très réactif, il faut que l'équipe de débugage soit très réactive. Les mises à jour continues sont nécessaires pour maintenir l'engagement des joueurs, et ça peut susciter des nouveaux bugs, donc il faut y faire attention, donc il faut résoudre les bugs, équilibrer les mécaniques de jeu, etc. L'objectif ici est de recueillir des retours détaillés des joueurs post-lancement, identifier et résoudre rapidement les bugs en question, lancer des mises à jour régulières pour maintenir l'intérêt des joueurs, et adapter les mécaniques de jeu et les fonctionnalités en fonction des retours de jeu. Voilà, ce cours est terminé, et je vous dis à bientôt pour un prochain cours.